Monsieur le ministre, merci pour votre présence. Nous avions, il y a quelques mois, posé une date, une modalité, un mode de fonctionnement, et aujourd'hui, vous êtes là, comme toujours, respectant vos paroles, votre parole, vos engagements, et je tiens à vous en remercier. Ce matin, nous avons salué, bien sûr, vous avez à vos côtés Son Altesse, Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, à qui j'ai rendu hommage et qui est une personnalité éminente et en tant que chef d'État dans notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans ce beau pays. Ce matin, nous avons pu écouter, travailler avec différents ministres, le ministre libanais de l'énergie et de l'eau, monsieur Abi Khalil. Nous avons été accompagnés dans nos travaux par madame Marie-Pierre Gramaglia, qui est ministre de l'équipement, de l'environnement, de l'urbanisme de Monaco. Le secrétaire d'État, le ministre tunisien auprès du ministre de l'énergie et des mines, qui est monsieur Midi. Nous avons été accompagnés dans nos travaux par les différents ambassadeurs de la France, bien sûr monsieur Duquesne, qui est ambassadeur délégué interministériel pour la Méditerranée, monsieur Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, et monsieur Famy, qui est secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée. Je ne voudrais pas oublier l'ambassadeur Valero, qui est en charge de la VITEM ici. Je salue bien sûr nos anciens ministres, madame Lepage, ici présente, et monsieur Vauzel, qui a été un président de cette région longtemps. Je veux saluer monsieur Roita, qui est en charge des relations internationales et qui représente ici le maire de Marseille, qui est le spécialiste dans ce domaine, ainsi que monsieur Genzana, qui représente plutôt madame Vassal, qui a été retenue. Je voudrais saluer mes différents élus, madame Fontenoy, madame Posbantier et madame Rampal, qui ont, dans leur charge de vice-présidence de la région ou de commission, le président de commission, le développement durable, les relations internationales ou la commission euro-méditerranéenne, et qui sont ici présents aussi. Nous avons écouté monsieur Laurence, madame Bachalan, et qui nous ont apporté leur éclairage sur la Méditerranée, sur le monde, sur les États-Unis, monsieur Dumort, qui représente la Commission européenne, ou monsieur Berlin, ou monsieur Rioux, encore au nom de l'Agence française de développement. Mais nous avons eu ce matin un message de monsieur Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui apportait une caution, un soutien à notre réunion d'aujourd'hui, ainsi que les deux commissaires européens qui ont en charge les affaires européennes et qui voient avec une bienveillante attention notre action ici. Monsieur le ministre, vous respectez une nouvelle fois votre parole au nom de l'État français. C'est un plaisir de vous voir, de vous revoir, de nous avoir à nos côtés. Et vous savez à quel point nous essayons, nous, ici en Méditerranée. Je vais sortir mon discours, tiens, voilà. On va se débarrasser de ça. Regardez, il y en a trop, il y en a 30 pages. Voilà, je vais passer à autre chose. Monsieur le ministre, voilà. Je suis président d'une région magnifique. Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 3 noms aux marques monde. Petit pays, 5 millions d'habitants, 6 départements, 25% de surface protégée par des parcs naturels, 50% d'espaces boisés, 1000 km de littoral. Et quand j'ai pris mes fonctions après Christian Estrosi, une des données qui nous a paru et qui me paraissait importante, c'est notre action pour la Méditerranée. Il est clair que culturellement, notre ville de Marseille, 2600 ans d'histoire, une des plus vieilles villes de la Méditerranée, bâtie par des Phéniciens ici dans ce bassin, culture de tradition, terre d'échange, où nous avons eu toutes les migrations possibles et inimaginables de ce bassin méditerranéen. Il est clair que l'institution régionale qui, avec l'aide de nos différents prédécesseurs, que ce soit M. Peset, bien sûr M. Vauzel ou avec Christian, nous avons quelque part un savoir-faire, une légitimité pour essayer d'aider, de travailler, de fédérer, de développer une énergie pour le bassin méditerranéen. Donc, en tant que président, je me suis dit, mais quel est le sens de mon action politique? J'ai eu tous les mandats. J'ai eu la chance d'œuvrer au Quai d'Orsay. J'ai eu la chance de travailler aux côtés du président Chirac, qui lui-même avait fait un grand développement avec M. Hulot, d'ailleurs, en son temps, sur le monde brûle et nous tournons le dos. Nous sommes dans une région où nous avons été impactés tout l'été par les feux de forêt.
Et on regarde la totalité de la Méditerranée s'est embrasée. Nous sommes une région où, quand on regarde l'action du prince, Monseigneur, vous avez été un précurseur, incontestablement, où vous avez essayé d'éveiller les consciences pour faire en sorte qu'autour de l'environnement, il se passe quelque chose. Il est clair que la COP 21, les accords de Paris, la COP 22, la COP 23, finalement, l'environnement, la prise de conscience de ce réchauffement climatique, on entend les experts, on ne sait pas où est la vérité. Mais on se rend bien compte quand même qu'il y a moins de neige dans nos Alpes. On se rend bien compte que notre mer, il y a plus de méduses. On se rend bien compte qu'il y a plus de plastique. On se rend bien compte qu'il y a des dauphins qui meurent parce qu'ils ont aspiré ces plastiques. On se rend bien compte que finalement, on a envie de se promener dans nos campagnes, de boire de l'eau saine, d'avoir des déchetteries qui sont propres et qui ne sont pas jetées n'importe où. Et je me suis dit que, et c'est le sens de la discussion que nous avions eue, finalement, nous avons la capacité, nous, les régions ou les gouvernorats, et je tiens à saluer, bien sûr, tous les gouverneurs qui sont ici du bassin méditerranéen. Nous avons travaillé hier après-midi, hier soir, pendant près de 2 heures. Nous avons échangé nos expériences. Nous avons bien conscience que nous nous baignons dans la même mer, que nous respirons le même air, et que quelles que soient nos responsabilités politiques, des petites communes ou de grosses communes, nous avons besoin de trouver des outils pour mettre à disposition de nos concitoyens pour une adhésion à une démarche politique. La démarche politique passée par l'environnement, c'est finalement la plus consensuelle de démarches autour d'un projet que l'on peut concrétiser. Au niveau international, c'est fait. Au niveau de l'engagement de la France, le président de la République l'a rappelé. Au niveau de nos institutions, nous avons la capacité. Au niveau des moyens financiers, l'Europe peut aider de façon conséquente. L'AFD peut aider de façon conséquente. La Vitem, qui est notre organisation avec qui on travaille avec le Quai d'Orsay, peut aussi fédérer et structurer des projets. Et ce que je ressens, ce que je crois, c'est que nous avons la capacité d'apporter à notre pays, notre pays, la France bien sûr, mais tous nos pays, une espèce de diplomatie de proximité, une diplomatie régionale, qui nous permette, au-delà des grands choix stratégiques essentiels de nos gouvernants, au nom de notre pays, dans le cadre de la démocratie qui les a mis en place et que je respecte profondément, nous avons la capacité d'aider dans l'environnement. Alors je me suis dit, finalement je suis président de région, mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que concrètement je fais pour être une région exemplaire? Donc avec nos élus, nous allons voter un plan de climat, 20% du budget va être consacré au respect du plan de climat. 30% d'ici la fin de la mandature. Et si nous faisons l'acte 1 aujourd'hui, je souhaite que, pas tous les ans, parce que finalement c'est trop lourd, trop compliqué, et donc tous les 2 ans, on fasse ces Méditerranées du futur où on fera l'état des lieux. L'air, quels sont les projets? À terre, qu'est-ce que l'on fait comme EcoTown, par exemple, au Liban, 7 ou 8 communes qui savent fédérer des projets. En mer, notre opération zéro plastique, de façon à ce que l'on puisse déblayer devant notre porte. La sensibilisation générale en termes d'énergie, sortir du fossile, comme on le fait, on a ITER ici, on a Cadarache, on a des enjeux absolument majeurs, on a l'éolien, le photovoltaïque, on a largement les moyens de faire ce genre de choses. Et donc, l'idée qui est la nôtre avec ma majorité, c'est de faire en sorte que nous servons notre pays. Nous préservons notre environnement, nous y mettons les moyens politiques et financiers pour être utiles. Pourquoi? Il a été bien clairement expliqué ce matin. Les États-Unis, grande puissance mondiale, l'Europe, nous avons la paix sur ce continent. Heureusement que nous avons fabriqué la communauté européenne. Nous avons à notre porte les Chinois qui se développent et qui rentrent dans cette démarche. Et nous sommes contraints par le pôle Afrique et par ce continent à nos frontières. Et nous sommes les pieds dans l'eau méditerranéen, avec notre accent, notre culture, nos différences. J'adore les Lettoniens, les Lituaniens, les gens du Nord. J'adore, je les vois volontiers au Parlement. Mais je préfère voir mes amis tunisiens, marocains, égyptiens. Je me sens quand même très proche d'eux et je parle la même langue parce que je vis dans le même endroit. Alors, cette culture d'échange, cette culture de commerce, cette culture de respect, cette culture du savoir, je pense qu'elle est indispensable et je souhaite mettre à la disposition de mon pays cette volonté de diplomatie environnementale, de diplomatie loco-régionale, de cette diplomatie euroméditerranéenne. Et je souhaite faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un des moteurs de la politique euroméditerranéenne et faire de la politique dans ma région un des moteurs
et des vitrines des accords de Paris. Voilà l'ambition qui est la nôtre ici dans cette région, notre volonté, notre farouche détermination. Vous êtes un homme politique reconnu, bien entendu dans votre région, bien entendu dans notre pays, respecté dans le monde. C'est un très grand honneur de vous avoir à nos côtés. Merci de respecter vos engagements et j'espère que nous serons à la hauteur des ambitions que vous avez pour notre pays parce que nous voulons vous aider. Merci. La parole est à Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien, Monseigneur, Monsieur le Président de région, cher Renaud Muselier, Mesdames et Messieurs les ministres, que je suis heureux de saluer, Michel Vauzel, Corinne Lepage, et Messieurs les ministres venus d'autres pays que la France, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis de Méditerranée. Vous l'avez dit tout de suite, Monsieur le Président, vous présidez une région magnifique. J'ai présidé une région magnifique. Elle n'avait qu'un seul inconvénient, vu de chez vous, c'est qu'elle n'est pas méditerranéenne. Mais je ne la préside plus, donc je peux venir ici librement vous parler de la Méditerranée du futur. Je le fais avec beaucoup d'intérêt, parce que, vous le savez, la réflexion sur notre politique méditerranéenne est une des priorités du président de la République. Il le dira le moment venu. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que j'avais pris à votre égard des engagements que je tiens, même si ça a été un peu compliqué parce que j'arrive directement de Birmanie, là, tel que vous me voyez, sur des sujets qui sont très douloureux avec les migrations des Rohingyas, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, je fais ce déplacement avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que le breton que je suis aboutit au fait que tout sujet ayant attrait à la mer, même si je ne suis pas de l'Atlantique, ne me laisse jamais indifférent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il était très important que ce colloque ait lieu et que ce colloque se tienne à Marseille. D'abord parce que Marseille accueille des institutions importantes à vocation méditerranéenne. Elles sont de portée nationale, comme la Vitem, ou internationale, comme le Centre pour l'intégration en Méditerranée, lieu important. Et je tiens à saluer également les représentants de l'Union pour la Méditerranée et les représentants de l'Union européenne qui, à côté des institutions que je viens de citer, co-organise cet événement. La présence de toutes ces institutions sur le sol marseillais exprime le rôle majeur que Marseille doit tenir comme pôle méditerranéen. Et je crois que c'est là votre ambition, si j'ai bien compris le cheminement de ce que vous avez dit il y a un instant, Monsieur le Président. Je viens ici, Mesdames et Messieurs, avec une conviction. La Méditerranée du futur sera à la fois un carrefour, une transition et un passage. D'abord un carrefour. La Méditerranée elle est depuis longtemps entre des cultures qui se sont nourries et enrichies mutuellement par un dialogue continu au fil de l'histoire. Et cette réalité fait de la Méditerranée un espace de civilisation où la France comme l'Europe ont puisé certains éléments majeurs de leur identité et de leurs valeurs. Dans ces dernières années, des conflits ont bien sûr morcelé l'espace méditerranéen, mais ils n'ont pas su rompre les affinités profondes qu'entretiennent l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et l'Europe du Sud. Il suffit d'être attentif à nos modes de vie, à notre habitat, voire même à notre alimentation, au discours de Renaud Muselier, pour se rendre compte qu'il y a une proximité irréductible qui nous rassemble d'un rivage à l'autre de la Méditerranée. Et le premier message que je tiens à vous adresser est un message de confiance.
Ne nous laissons pas aller à voir la Méditerranée comme un espace éclaté, mais fort de notre histoire et confiant dans l'avenir, voyons-la comme une chance unique d'enrichissement mutuel et d'intérêt partagé. Cette réalité, cette unité historique et culturelle, ce partage de nos langues, nous devons l'enseigner collectivement aux jeunes générations pour lutter contre les divisions que certains voudraient exacerber. Et c'est le but des institutions méditerranéennes de préparer l'avenir des échanges et de ces rencontres qui bénéficieront à chacun d'entre nous. Je pense en premier lieu à l'Union pour la Méditerranée, qui doit savoir mêler la labellisation de projets, notamment dans le domaine de l'intégration économique, la coordination de l'action, voire, et c'est très souhaitable, et c'était sa vocation, le dialogue politique. Et à l'approche de son 10e anniversaire, il appartiendra à ses membres, mais la France y prendra sa part, de dire ce qu'ils en attendent, et il appartiendra à ses membres de fixer l'avenir et de fixer l'horizon partagé, de susciter des initiatives pour relancer cet espace. J'ai dit l'Union pour la Méditerranée, mais je pense aussi au dialogue 5+5, format plus ancien, format qui nous rassemble dans un espace méditerranéen plus restreint, mais qui est aussi un format très actif. Il a prouvé son utilité, je l'ai moi-même expérimenté déjà comme ministre de la Défense. Il a prouvé son utilité qu'il s'agisse de tourisme, d'environnement, de culture, d'échanges sur les politiques étrangères, d'échanges de défense. Et nous pouvons, puisque nous sommes ici aussi dans un lieu laboratoire, imaginer l'étendre à d'autres thèmes, comme il a été déjà étendu aux finances. Et je pense qu'on pourrait, par exemple, ici, à partir de Marseille, étendre le 5+5 aux grandes questions portuaires, même au trafic maritime. La Méditerranée est le carrefour entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Proche-Orient. Je suis donc convaincu que l'Union européenne a un rôle à jouer dans cet espace en tant que coprésident de l'UPM, par l'aide au développement qu'elle apporte, par les réunions qu'elle anime. La refondation de l'Europe, souhaitée par le président de la République, peut aussi s'exprimer dans un cadre méditerranéen. Et face aux défis globaux auxquels elle doit répondre, qu'il s'agisse de sécurité, d'économie, d'environnement ou de climat, l'Europe ne peut se projeter sans prendre en compte la dimension méditerranéenne de son avenir. Et en disant ça, on ne va pas se mettre à mal les Estoniens, les Lituaniens, ne vous en tracassez pas. La Méditerranée est aussi un espace de transition, encore faut-il savoir vers quel but. Et dans un monde en proie à des transformations majeures, créant de l'instabilité, de l'anxiété, ce que nos concitoyens exigent de nous, c'est de nous atteler à l'élaboration collective des nouvelles conditions de ce qui sera le futur du progrès. Les pays de notre région ont accompli pour l'essentiel leur transition démographique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Et la principale question dans ce qui seront les nouvelles conditions du futur du progrès, la principale question, le défi majeur, c'est celui de l'avenir de nos jeunesses. Et donc il nous faut inventer une politique méditerranéenne de la jeunesse qui doit faire de l'éducation, de la formation professionnelle, de la coopération universitaire, les chantiers prioritaires de son action. Faire en sorte qu'un réseau universitaire méditerranéen ambitieux puisse être lancé en s'appuyant notamment sur le nouvel Erasmus qui est en gestation, l'Erasmus pour tous, sachant également nous saisir des ressources qu'offrent les nouvelles ressources éducatives en ligne en France, comme les ressources de France Université Numérique. Voilà une orientation. Mais le progrès doit être aussi économique. Sachons là aussi libérer les énergies du secteur privé en modernisant les cadres réglementaires, en améliorant le climat des affaires sur l'espace méditerranéen, en favorisant les partenariats publics-privés et les co-investissements dans les deux sens,
en développant les guichets de microfinance et d'appui aux PME, en mobilisant les diasporas. La transition que nous devons accomplir est également une transition environnementale. Et Monseigneur, vous en parlerez tout à l'heure beaucoup mieux que moi, mais le changement climatique est un facteur de crise. Personne ne peut plus l'ignorer. Il conduit à un accroissement des tensions par la diversification, la raréfaction de l'eau, par les déplacements de population, par les exils qu'il provoque. Et nos politiques de développement et d'aide au développement doivent servir à atténuer ces risques. Et je sais que l'Agence française de développement, dont je salue le directeur général, s'y emploie. Les réunions des acteurs de la Méditerranée sur le changement climatique, dites MEDCOP, ont confirmé que le développement durable est désormais ancré dans les modes d'action des élus de la région et toutes nos politiques publiques doivent désormais être repensées dans la perspective d'une économie bas carbone. La région méditerranéenne bénéficie dans ce domaine de nombreux atouts. L'espace méditerranéen bénéficie de nombreux atouts. Je pense à son potentiel en énergie renouvelable, notamment le solaire. Elle doit aussi faire face à des urgences. Vous en avez évoqué quelques-unes. Je pense à la préservation de la biodiversité, notamment celle des écosystèmes marins. Et à cet égard, je tiens à saluer l'initiative qui a été prise sur le développement durable de l'économie bleue en Méditerranée occidentale, la WestMed. Mais la transition est également urbaine. Les villes méditerranéennes, au nord comme au sud, se développent rapidement. Cette réalité pose d'immenses défis, qu'il s'agisse de préservation du patrimoine, de politique de logement, de gestion des côtes, comme de l'usage des arrière-pays. L'UPM est à l'initiative dans ce domaine, puisqu'elle vient de lancer des travaux sur un agenda urbain méditerranéen. Le dialogue 5+5 pourrait lui aussi, en fertilisant l'UPM, s'étendre au sujet d'aménagement du territoire. La transition, c'est aussi inventer des formes de coopération et de gouvernance adaptées aux défis de l'avenir en passant d'une coopération essentiellement intergouvernementale à des relations entre tous les acteurs non gouvernementaux. Je pense bien évidemment aux régions. Et le fait que vous soyez ici à l'initiative en est le symbole. Je pense aussi aux nombreuses collectivités françaises impliquées dans les projets de coopération décentralisée avec une dizaine de pays du bassin méditerranéen. Singulièrement, je suggère que cette transition dans les formes de coopération et de gouvernance puisse s'appuyer et s'orienter spécifiquement sur les enjeux de la bonne gouvernance de l'eau, de l'assainissement, de la formation et de l'insertion professionnelle. Plus que jamais, nous avons besoin d'acteurs territoriaux de qualité sur lesquels les élus de part et d'autre de la Méditerranée puissent s'appuyer. La coopération du futur exige de faire preuve de créativité. La méthode inclusive qui a présidé à la réussite de la COP21 doit nous inspirer. Son succès tient à l'implication de tous les acteurs, notamment dans l'agenda des solutions. Et la même méthode nous inspire pour le sommet climatique que nous organisons le 12 décembre à l'initiative du Président de la République, conjointement avec les Nations Unies et la Banque mondiale, en vue de faciliter la mobilisation en faveur de solutions ambitieuses, concrètes de financement pour assurer la lutte contre le changement climatique, en associant acteurs publics et acteurs privés. Mais j'ai une ferme conviction, la Méditerranée du futur, puisque c'est votre thème, ne sera pas seulement la Méditerranée des États, mais elle sera celle des régions, celle des villes, celle des acteurs économiques, celle des organisations non gouvernementales et certainement celle des organisations de jeunesse. Un forum informel et régulier des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux réunissant toutes les forces vives de la Méditerranée pourrait traduire ici régulièrement à Marseille cette réalité pour créer la Méditerranée du futur. Enfin, mesdames et messieurs, la Méditerranée, c'est un passage. D'abord un passage de et vers l'Afrique. Les pays d'Afrique du Nord sont depuis toujours un lieu d'échange avec ceux du sud du Sahara. Ce désert est en quelque sorte une mer intérieure.
et je dois vous le dire ici, la relation avec les pays du Sahel mérite d'être regardée d'un point de vue méditerranéen, et non pas d'un point de vue externe, d'un point de vue méditerranéen pour créer un axe intégré entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe, souhaité par le président Macron. Et si la Méditerranée est un espace de civilisation, c'est aussi et surtout parce qu'elle est depuis des millénaires le théâtre de circulation et d'échanges humains. C'est à ce niveau que s'ancre le plus profondément l'histoire que nous partageons et l'avenir que nous souhaitons tracer ensemble. Cette circulation est une chance. Elle est une chance à la condition d'être maîtrisée. Et la crise migratoire de ces dernières années a rendu nos opinions plus sensibles, à la fois en dimension humanitaire et sécuritaire que revêtent aujourd'hui les migrations. La gestion commune des flux migratoires par les pays d'origine, par les pays de transit et par les pays d'accueil est une nécessité. Et elle doit allier 4 missions concomitantes: le développement économique, la lutte contre l'immigration illégale, l'accueil des personnes en besoin de protection et la promotion des voies légales d'accès. C'est autour de ces 4 points, et avec les pays de transit, avec les pays d'accueil et avec les pays d'origine, que nous devons agir. C'est ce que nous faisons, entre autres, dans la politique du Sahel, mais dans la méditerranisation, on peut dire ça comme ça, de cette stratégie. Nous aurons les uns et les autres beaucoup d'intérêt et surtout de cultures croisées à développer. Et l'Union européenne a tout son rôle à jouer dans cette approche, conformément aux principes conjointement adoptés au sommet international de La Valette. Espace de passage, la Méditerranée est aussi aujourd'hui traversée par de nombreux conflits. Elle a fixé des foyers de ce terrorisme aveugle qui frappe les peuples des 2 côtés de la Méditerranée, et nous devons combattre collectivement, et nous le faisons. Et le besoin de sécurité est majeur pour les États et les peuples de la Méditerranée. La France travaille sans relâche à maintenir le dialogue, à rechercher des solutions politiques pour la réconciliation et la stabilité en Syrie ou en Libye, et pour une perspective de paix crédible entre Israël et les Palestiniens. Il faut que l'extraordinaire laboratoire politique que la Méditerranée a toujours été dans le passé produise aujourd'hui des formules qui permettront de concilier stabilité, liberté et égalité. Les questions liées à notre sécurité commune doivent donc être une priorité de la Méditerranée du futur, en mettant un accent particulier sur les besoins de développement socio-économique et de gouvernance démocratique dans toute la région. Nous savons désormais à quel point les questions de sécurité et de développement sont intimement liées. Il ne s'agit donc pas de traiter les unes avant les autres, mais bien de façon conjointe, selon une approche globale, et c'est à cette condition que nous pourrons construire la Méditerranée de la paix que nous appelons tous de nos vœux, au nord comme au sud. Mesdames et messieurs, la Méditerranée des projets est une nécessité pour parvenir à cet objectif. Des projets se sont développés ici et là sous des formes différentes. Ces projets ont permis d'avancer, et je pense que le temps est venu de franchir un nouveau cap. Et au-delà de la succession des projets, de penser à une réponse globale. On s'y est essayé dans le passé. Ça n'a jamais vraiment abouti. Sans doute le moment est-il venu de penser une réponse globale et de passer ensemble, vous qui êtes là, nous tous ensemble, de passer ensemble d'une Méditerranée des projets à un véritable projet pour la Méditerranée. C'est en ce sens que je suis venu ici, vous apporter mon soutien et approuver et apprécier la démarche que vous avez initiée, Monsieur le Président. Merci de votre attention. La parole est à Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur Le Drian, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président, cher Renaud Muselier, Excellences, Mesdames et Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, chers amis de la Méditerranée, je veux vous remercier de m'avoir convié à ce temps de réflexion et de sensibilisation, mais je veux plus encore vous remercier de l'avoir organisé. Près de 2 ans après l'événement qu'a constitué la COP 21, celle-ci doit en effet continuer de nous mobiliser. Ces résultats positifs, pour lesquels je veux encore une fois rendre hommage à la France, nous obligent. Ils nous obligent à un devoir de loyauté, en mettant en œuvre les engagements que nous avons pris. Chacun à notre échelle, chacun avec nos contraintes. Ils nous obligent aussi à un devoir d'inventivité, pour porter notre regard plus loin, pour identifier et développer des solutions efficaces, innovantes, durables. C'est particulièrement le cas autour de la Méditerranée, cette mer qui, depuis des millénaires, a forgé notre monde et a nourri ses plus grandes avancées, cette mer et les pays qui l'entourent qui subissent les blessures et exigent des réponses urgentes. C'est pourquoi une feuille de route pour l'application en Méditerranée de l'accord de Paris me paraît très opportune. À cet égard, je salue toutes les initiatives lancées à l'issue de cette journée, encouragées par le président de la région, M. Muselier, en faveur de la Méditerranée. Car ici se posent de manière parfaitement claire les enjeux de ce monde. Quelques chiffres suffisent à les rappeler. La Méditerranée, c'est en effet près de 8% des espèces animales et 18% des espèces végétales recensées sur la planète, sur moins de 1% de sa surface et à peine 3 millièmes du volume de ses eaux océaniques. La Méditerranée et son espace, ce sont aussi près de 500 millions d'habitants, dont 150 millions directement sur le littoral, et près de 300 millions de visiteurs, ou de, si vous voulez, de touristes. La Méditerranée, c'est aussi, hélas, 60 000 tonnes de détergents, 100 tonnes de mercure et 12 000 tonnes de phénol déversées chaque année dans une mer semi-fermée, sans compter la moitié du trafic pétrolier mondial, des dégazages et des nombreuses pollutions qu'engendre un intense trafic maritime, sans oublier, bien entendu, l'énorme problème causé par les déchets plastiques. À cela s'ajoutent les corollaires du réchauffement climatique, l'inexorable montée des eaux, leur réchauffement et aussi leur acidification, dont nous savons aujourd'hui qu'elle est d'ores et déjà à l'œuvre. Autant de phénomènes qui auront pendant des siècles des conséquences extrêmement lourdes. Telles sont les données du problème, une problématique qui est en réalité planétaire, puisqu'il s'agit de concilier ou peut-être de réconcilier les besoins d'une humanité de plus en plus nombreuse et ceux d'une planète qui n'est pas extensible. Une problématique qui exige notre mobilisation. C'est pourquoi j'ai depuis des années multiplié des initiatives pour la Méditerranée avec mon gouvernement comme avec ma fondation. Qu'il s'agisse de lutte contre les pollutions plastiques avec l'initiative Be-Plastic Med, reposant sur un appel à projets dans tous les pays riverains de la Méditerranée, de développement des aires marines protégées par le fonds fiduciaire mis en place avec la France et la Tunisie, de renforcement d'accords opérationnels comme l'accord Ramoge, d'actions en faveur d'espèces menacées telles le thon rouge ou le phoque moine. Je crois que tout doit être initié pour modifier le cours des choses, et cela le plus rapidement possible. Au travers de ces initiatives, comme à travers de toutes celles qui, je le sais, se développent autour de notre mer, ce qu'il nous faut inventer, c'est un nouveau modèle de développement, un modèle dans lequel la mer, la Méditerranée en particulier, jouera un rôle central. Souvenons-nous en effet de ce qu'écrivait la grande biologiste américaine Rachel Carson, qui ce fut parmi les premières à attirer l'attention du monde sur les dangers courus par les mers. Je la cite. « Il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer et que la mer est désormais menacée par une des formes de cette vie. Mais la mer, même si elle est entraînée dans une évolution désastreuse, continuera à exister. La menace porte plutôt sur la vie elle-même. À travers la mer, c'est nous-mêmes que nous devons sauver. C'est pourquoi je m'investis autant dans cette cause, mais je sais que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes dans cette salle et au-delà qui se sont investies également.
Et je me réjouis, Monsieur le Président, de votre mobilisation, de vous, Monsieur le Ministre, ainsi que toutes les personnalités réunies dans cette enceinte pour que nous puissions ensemble faire de cette dynamique pour le climat autour de la Méditerranée une réalité. Je vous remercie.